Nathalie. Merci au directeur de l'INSEE, effectivement, de m'avoir convié pour restituer ces travaux du fil rouge qui sont très éclairants. Voilà, ce fil rouge est très éclairant pour une mise en œuvre des politiques publiques de lutte contre la pauvreté et notamment pour le démarrage de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, parce que j'ai pris mes fonctions au moment, c'était concomitant au démarrage de vos travaux, et puis on a eu une très bonne coopération, une très bonne collaboration sur un certain nombre d'études, que j'ai pu aussi solliciter, on y reviendra. Alors peut-être un rappel sur la pauvreté, qui est un phénomène complexe. Il y a les approches statistiques sont vraiment déterminantes pour bien comprendre les phénomènes de pauvreté, surtout quand les données sont territorialisées et se combinent avec d'autres données, puisqu'il y a énormément d'études, vous savez bien, ceux qui s'intéressent à cette question-là, sur le phénomène de pauvreté. Les collectivités aussi, par leurs observatoires, donnent également des données. Les associations, bien entendu, on y reviendra. La Banque de France aussi, sur un certain nombre de phénomènes comme le surendettement, sur une approche aussi économique et sociale des territoires. On a aussi des données de Pôle emploi. Enfin voilà, on le sait, les données sont très, très riches et elles démontrent que la pauvreté a une dimension multidimensionnelle et plusieurs facettes. C'était les propos du démarrage de ce fil rouge. L'INSEE nous avait rappelé qu'il y avait plusieurs manières d'appréhender la pauvreté, d'un point de vue monétaire, mais aussi la pauvreté en conditions de vie. Et également la pauvreté, les associations comme ATD qui travaillent beaucoup sur cette question systémique, décrivent la pauvreté comme étant systémique. Il existe plusieurs formes de pauvreté. Les pauvretés peuvent dépendre évidemment du statut pour certains, de son histoire familiale, de sa santé, on y reviendra avec le docteur Blaise. Voilà. Elle a une dimension aussi individuelle puisqu'elle se vit malheureusement dans la chair des personnes, c'est celui qui la vit qui l'éprouve, mais elle a aussi une dimension sociétale, puisqu'elle touche aussi aux structures de la société, à l'organisation de la société pour lutter contre. Évidemment, elle touche aux liens entre les personnes et la société, entre les individus eux-mêmes, et la question des privations est très importante, et on y reviendra au moment de la crise. On l'a vu, il y a eu un certain nombre de phénomènes. Les privations peuvent être autour des besoins essentiels, l'alimentation, le logement, le chauffage, les vêtements, mais ça peut être aussi des privations autour de la culture, des loisirs, des médicaments. Parfois aussi, ça peut être aussi de ne pas pouvoir offrir de cadeaux, donc ça atteint en fait les relations sociales. Voilà, et ça engendre aussi, et je pense qu'on n'appréhende pas suffisamment ça, des émotions, des peurs. Alors, les peurs peuvent être évidemment des moteurs ou ça peut être des freins. Une perte d'estime de soi, dépression, des problématiques sur la santé. Donc, c'est vraiment une approche. J'aimerais bien élargir effectivement la question de la pauvreté monétaire à toutes ces dimensions. ATD nous dit aussi que les personnes qui vivent des situations de pauvreté ont des compétences parfois qui ne sont pas reconnues. Le fait ça prend beaucoup de temps de lutter contre la pauvreté pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se loger, pour pouvoir acquérir ses droits. Et donc, il y a de l'entraide aussi entre les personnes en situation de pauvreté, de l'engagement, ça suscite de l'engagement, on voit bien dans les associations parfois de personnes en situation de pauvreté qui s'engagent elles-mêmes auprès de leurs semblables. Voilà. Évidemment, on y reviendra, il y a beaucoup de liens entre la pauvreté et puis l'environnement. Et je crois que ce qui est devant nous, ou même ce qui est déjà là autour de nous, c'est de prendre soin à la fois des hommes et de la terre, puisque on sait bien, quand on prend soin de la terre, on prend soin des hommes, et réciproquement, prendre soin des relations entre les personnes, c'est aussi prendre soin de l'environnement dans lequel on est. Voilà. Alors évidemment, à cette dimension très multidimensionnelle de la pauvreté, la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté est elle-même, c'est pour ça qu'elle est interministérielle et interinstitutionnelle, puisqu'elle touche aussi bien effectivement aux questions d'accès aux droits au sens large, au logement, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès surtout aussi au travail, on y reviendra. Elle est interinstitutionnelle, puisque moi, dans ma mission, j'ai effectivement coordonné et piloté l'ensemble des administrations, mais aussi l'ensemble des institutions, la CAF, Pôle emploi, les missions locales,
et les associations. Voilà, donc je crois que, et ça je le dis très souvent, la lutte contre la pauvreté, c'est vraiment une question d'alliance entre la puissance publique au sens large. Personne ne peut prétendre lutter tout seul contre la pauvreté, et surtout d'y associer évidemment les personnes qui sont concernées, puisque en vivant des situations, elles sont les plus à même d'orienter, d'aiguiller en fait les politiques publiques. Voilà, et je terminerai mon introduction en disant que on a terminé un cycle, enfin, on a entre le 12 octobre et le 21 octobre, donc j'avais initié un certain nombre d'événements, 7 événements en une dizaine de jours sur les territoires, en présence à chaque fois des préfets de département, du préfet de région qui a ouvert la conférence régionale. Voilà, ça donne aussi l'importance de ce sujet dans la sphère de l'État. Et je crois qu'il y a eu déjà beaucoup de plaisir à se retrouver tous ensemble et on a pu échanger sur la question de l'aller vers, comment effectivement le fait d'aller vers les personnes les plus éloignées peut-être des institutions, ça redonne aussi, ça recrée du lien social et les travailleurs sociaux sont vraiment à la hauteur pour faire ça. Voilà mon introduction et merci à l'INSEE encore une fois d'organiser cette matinée. Merci Anne pour la parole maintenant pour la suite. Merci pour cette introduction. Donc, je suis Hélène Chenel, je suis chef de projet d'études au sein du service études et diffusion de l'INSEE Pays de la Loire. Et avec Maëlle Fontaine, nous allons vous présenter des résultats issus du fil rouge sur la pauvreté et les inégalités. Donc, le fil rouge dont parlait Nathalie tout à l'heure. Par lequel nous avons essayé modestement d'aborder les multiples facettes de la pauvreté, comme on disait juste avant. Alors, je laisse Nathalie partager le support. Donc, ce fil rouge, Nathalie l'a déjà bien présenté, donc je ne vais pas tellement y revenir. Il est issu, il présente tout un ensemble d'études sur la pauvreté. Certaines des études sont très généralistes, qui vont plutôt donner un cadrage sur la pauvreté et les inégalités dans la région, alors que d'autres études vont plus aller vers des publics en particulier, notamment le public de jeunes, aussi les publics de famille, et celui des bénéficiaires des allocations familiales. Donc voilà, donc on a d'un côté des présentations qui sont assez généralistes et d'un autre côté des sujets qui sont plus, qui se focalisent plus sur des personnes en particulier, des populations en particulier. Rouge. Et ici, donc c'est à peu près une dizaine d'études qui est parue depuis un an et demi. On l'a fait en collaboration avec un certain nombre de partenaires, dont un certain nombre sont ici présents, donc avec la DRETS, avec évidemment le commissariat à la prévention et à la lutte contre la pauvreté, l'ARS, l'ORA, le département de Loire-Atlantique, Pôle emploi et le CARIFOREF. Donc c'est vraiment, l'idée c'était vraiment d'échanger un maximum avec nos partenaires sur ces sujets-là, puisque le sujet est tellement multidimensionnel que c'est important d'échanger avec d'autres institutions. Alors, je vais vous présenter, donc ici vous avez les différents sujets qui vont être abordés. Donc, les études sont très riches, donc aujourd'hui on va vous présenter quelques résultats, mais on vous invitera à aller consulter directement les études pour en savoir plus. Vous allez peut-être avoir l'impression de passer d'un sujet à l'autre assez rapidement. L'idée, c'est plus de vous présenter les grandes lignes, les principaux résultats, pour que vous puissiez avoir une idée du contenu des études. Donc, la première étude que l'on va aborder ici est une actualisation d'un état des lieux sur la pauvreté et les inégalités. Donc, il y avait déjà un état des lieux qui avait été fait auparavant. Et actuellement, nous avons les données sur les chiffres qui datent de 2018, qui nous permettent d'avoir une version plus actuelle, pour avoir une vision plus actuelle de la pauvreté. Alors, les résultats restent correspondent à ce qu'on connaissait déjà auparavant.
notre région, les Pays de la Loire, est une région quand même moins touchée par la pauvreté que la moyenne nationale. C'est même en 2018 la région qui a le plus faible taux de pauvreté en France. Donc 10,8% de la population des Pays de la Loire vit sous le seuil de pauvreté. C'est quasiment 4 points en dessous de la moyenne métropolitaine. C'est vraiment, il y a vraiment la région est relativement préservée de la pauvreté. Une des explications tient dans la situation socio-économique en général, qui est plus favorable dans la région, notamment le chômage qui est moins important dans la région. Mais 400 000 Nigériens sont tout de même touchés par la pauvreté, donc c'est quand même un chiffre qui est très important. Et on va voir par la suite caractériser ces personnes-là. C'est aussi la région la moins inégalitaire de France. Si on regarde la différence entre les plus aisés et les plus pauvres, il y a moins de différence dans notre région que dans le reste de la France. Et ça s'explique par deux effets aux deux extrémités de la distribution des revenus. Les personnes les plus pauvres sont plutôt un peu moins pauvres, on va dire, que en moyenne nationale. Et de l'autre côté de la distribution, les personnes les plus aisées, par contre, ont des revenus qui sont plutôt moins élevés au niveau national. Donc, on a un resserrement de la distribution des niveaux de vie dans la région. Donc, 400 000 personnes pauvres dans la région. Et un des premiers résultats qu'on voulait mettre en évidence, c'est qu'un tiers de ces personnes sont des enfants. Donc, c'est 124 000 enfants qui sont touchés par la pauvreté dans la région. Ce sont vraiment les familles qui sont d'abord concernées par la pauvreté. Si on regarde sur ce graphique, si on se concentre sur les points rouges qui représentent le taux de pauvreté, on voit que ce sont les familles monoparentales qui sont les premières touchées. Un tiers des familles monoparentales un tiers des personnes qui vivent dans une famille monoparentale sont pauvres dans notre région. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi au niveau national. Ensuite, les personnes seules sont aussi très fortement touchées par la pauvreté. Si on regarde maintenant les barres de couleur, ce que l'on constate, c'est qu'en nombre, ce sont d'abord les couples avec enfants qui représentent le plus grand nombre de personnes pauvres dans la région, et également les familles monoparentales. Donc c'est vraiment les familles qui apparaissent comme qui regroupent le plus de personnes qui sont touchées par la pauvreté. Et à noter aussi que plus la famille compte d'enfants, plus le risque d'être en situation de pauvreté est important. Autre angle, si on regarde maintenant à l'intérieur de la région, les disparités entre les différents territoires. Donc là, on a une carte qui représente les intercommunalités, le taux de pauvreté dans chaque intercommunalité. On peut distinguer vraiment deux types de territoires qui sont très touchés. Tout d'abord, les grandes agglomérations, notamment Nantes, Angers et Le Mans. Donc, au Mans, le taux de pauvreté est de 18%, à Angers, 14% et à Nantes, de 12%, à comparer aux 10,8% sur l'ensemble de la région. Donc, il y a quand même des écarts sur Le Mans qui sont très, très marqués. Ce qui caractérise aussi les grandes agglomérations, c'est qu'il y a une part importante de personnes pauvres, mais il y a aussi des personnes qui sont des très hauts niveaux, qui sont très aisées. Donc, on a des inégalités qui sont très importantes dans les grandes agglomérations. La forte présence des personnes pauvres dans les agglomérations est liée notamment à la présence du parc social, donc, ce qui permet à ces personnes de se loger à proximité des commerces, à proximité des services, de l'emploi, là où dans les grandes villes, le coût du logement est beaucoup plus important. Donc, le parc social joue un rôle très important dans les grandes agglomérations. Même si aujourd'hui, on essaye d'avoir davantage de mixité dans le parc social pour pouvoir ne pas, je veux dire, ghettoiser, c'est peut-être exagéré, mais mettre toutes les personnes pauvres au même endroit. L'idée, c'est d'avoir un maximum de mixité au sein des agglomérations. Autre territoire touché par la pauvreté, les territoires peu denses. Là, on est sur les aplats plus rouges, plutôt sur le pourtour de la région, dans le nord de la Mayenne, tout autour de la Sarthe,
dans l'est d'Angers, sud de la Vendée, dans le nord de la Loire-Atlantique. Donc, sur ces territoires-là, ce que l'on constate, c'est qu'on ne va pas avoir le même profil de personnes pauvres que dans les grandes agglomérations. Dans les grandes agglomérations, on va avoir les jeunes qui sont davantage touchés, alors que les personnes âgées sont plutôt plus préservées. Dans les territoires peu denses, les personnes âgées sont davantage touchées par la pauvreté, même des personnes qui sont par exemple propriétaires de leur logement. Être propriétaire de son logement ne protège pas de la pauvreté. Et donc dans les territoires peu denses, voilà, on a aussi des populations qui sont arrivées là parce que le coût du logement était moins important. Et donc il peut y avoir une fragilité en lien avec ça. Désolée, on passe un peu du coq à l'âne. Maintenant, une autre optique ici, c'est d'essayer de regarder ce qui compose le niveau de vie des personnes pauvres. Et ce qui nous a frappé lorsqu'on a fait cette analyse, c'est que la moitié du niveau de vie des personnes pauvres provient de revenus d'activité. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez marquant. Le travailler ne protège pas de la pauvreté. Donc, 35% du niveau de vie provient de salaire, 9% d'indemnité de chômage, 3% de revenus d'activité non salariés. Certes, la moitié du niveau de vie, c'est moins que pour les ménages non pauvres, où ça correspond à peu près aux 3/4 du niveau de vie, c'est-à-dire de revenus d'activité, mais ça reste quand même quelque chose d'assez important. Par ailleurs, 34% du niveau de vie des personnes pauvres, c'est la barre jaune, 34% des personnes pauvres, 34% du niveau de vie des personnes pauvres provient d'allocations de prestations sociales. Alors que ce chiffre n'est que de 4% chez des personnes. Ensuite, nous avons souhaité regarder l'impact de la redistribution monétaire sur la pauvreté. Alors, quand on parle de redistribution monétaire, on parle de tout ce qui est fiscalité, les impôts, les prélèvements, la fiscalité directe, et d'autre part, les prestations sociales. Je les détaillerai un petit peu après. Et ce que l'on constate, c'est que la redistribution monétaire a un impact très important sur la pauvreté. Elle fait diminuer le taux de pauvreté à peu près d'un tiers. Donc, il passerait, sans les redistributions monétaires, le taux de pauvreté dans les pays de la Loire serait de 16,9%. Et donc, il permet de diminuer de 16,9% à 10,8%. Et cela permet à 225 000 personnes de sortir de la pauvreté. Donc, il y a un impact qui est vraiment très important de la redistribution monétaire. Et cet impact bénéficie en premier lieu aux familles, notamment parce qu'il y a des prestations familiales, mais également les allocations logement qui bénéficient d'abord aux familles, qui sont vraiment ciblées vers les familles. Si on regarde sur le graphique, en regardant les points bleus, donc bleu clair, c'est avant la redistribution, et bleu foncé après la redistribution, on constate que l'écart entre les deux points est le plus important pour les familles monoparentales notamment, mais aussi pour les avec enfants. Mais la redistribution bénéficie quand même à l'ensemble des ménages. En termes de niveau de revenus, les redistributions monétaires permettent d'augmenter le niveau de vie des plus pauvres de 22%, tandis qu'elle fait baisser le niveau de vie des ménages les plus aisés de 16%. Là, les chiffres qui sont présentés ici, ce sont le revenu par an et par unité de consommation avant et après redistribution monétaire. Parmi les prestations, ce sont les prestations sociales les prestations sociales ont un poids très important. Donc c'est elles surtout qui amènent une réduction des inégalités, notamment les prestations familiales, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a des masses, des montants qui sont assez importants qui sont redistribués et qu'il y a une certaine progressivité aussi de cette distribution.
Il y a aussi tous les minima sociaux, primes d'activité, l'allocation logement, qui sont aussi ciblés vers les populations les plus démunies. Du côté des prélèvements, c'est l'impôt sur le revenu qui a le pouvoir le plus redistributif, enfin, qui diminue le plus la pauvreté. Donc, il participe à 29% de la réduction des inégalités. Donc, on parlait des prestations familiales. Un Nigérien sur deux perçoit une prestation familiale. Donc, perçoit une prestation versée par la CAF. Ce ne sont pas que les prestations familiales, puis c'est aussi les allocations logement et les allocations solidarité. C'est un habitant sur deux de la région des Pays de la Loire qui vit dans un foyer allocataire. Mais c'est 8 habitants sur 4 dans les quartiers prioritaires. Évidemment, dans les quartiers prioritaires, il y a davantage de bénéficiaires. Pardon, sur 10. Et c'est particulièrement vrai pour le revenu de solidarité active qui est tout en bas du graphique qui vous est présenté. Donc, on voit que la barre bleue qui représente les QPV est beaucoup plus importante que la barre jaune. C'est aussi beaucoup plus important pour la dérision. Par rapport à la France, c'est à peu près la même proportion de personnes bénéficiaires, mais dans les Pays de la Loire, on perçoit moins de prestations sous conditions de ressources, en lien avec le taux de pauvreté. Je vais m'arrêter là pour ce corpus d'études et je vais passer la parole à Maëlle pour représenter l'impact financier des séparations. Donc effectivement, je vais continuer le panorama des études qui composent notre fil rouge par un focus sur la situation des personnes qui ont connu une rupture conjugale. Donc là, il s'agit d'une étude qu'on a publiée en février en partenariat avec la DRED, c'est le commissariat à la pauvreté. Donc c'est une étude qui porte sur le champ de la Bretagne et des Pays de la Loire, et donc sur l'ensemble de ces deux régions. On compte environ 45 000 séparations par an, ce qui correspond à peu près à 3% des couples. Donc là, on considère à la fois les divorces, les ruptures de PACS et les ruptures d'union libre aussi, qui constituent en fait une grosse partie des séparations. Donc au-delà bien sûr de l'impact humain très important que peuvent avoir ces situations sur les personnes concernées, on regarde aussi l'impact en termes de pauvreté monétaire. Et ce qu'on constate, c'est qu'après la séparation, le taux de pauvreté est très important. Il s'élève à 25% chez les femmes et 15% chez les hommes. Donc avec des taux très élevés, mais aussi un écart très important entre hommes et femmes. En réalité, ces taux correspondent dans la plupart des cas à des bascules dans des situations de pauvreté, puisque 17% des femmes et 9% des hommes séparés n'étaient pas en situation de pauvreté avant la séparation. Donc, c'est bien le fait de connaître cet événement qui les a fait basculer sous le seuil de pauvreté. Ce qu'on constate dans ce graphique notamment, c'est que cet écart homme-femme va être encore plus prononcé en cas de divorce, en cas de rupture d'union libre ou de rupture de PACS. Cet écart homme-femme va être aussi principalement le reflet des inégalités salariales avant la séparation. Puisque les femmes en fait subissent davantage la perte du bénéfice du salaire de l'ex-conjoint, sachant que dans la plupart des cas, c'est le salaire de l'homme qui était le plus élevé des deux. On regarde aussi dans cette étude comment évolue cette situation 1 an et 2 ans après la séparation. On constate que la situation financière des personnes séparées s'améliore, donc chez les hommes comme chez les femmes, mais l'écart va quand même perdurer dans le temps, puisque 2 ans après la séparation, on reste sur des taux de pauvreté de 17% pour les femmes et de 12% pour les hommes. Donc encore beaucoup plus élevé que le taux de pauvreté moyen des couples dans la région qui est de 6%. Donc je change d'angle encore une fois pour vous parler d'une autre étude qu'on a publiée là très récemment et dans laquelle on essaye d'examiner le lien qu'il peut y avoir entre les fragilités sociales, la pauvreté et les inégalités de santé. En quoi est-ce que ces fragilités sociales vont être un déterminant de ces inégalités de santé?
En fait, donc c'est une étude qu'on a réalisée en partenariat avec l'Agence régionale de santé. Donc on s'appuie sur un indicateur synthétique qui mesure les fragilités sociales, dont on vous avait déjà présenté la méthodologie lors du précédent rendez-vous de l'INSEE il y a un peu plus d'un an. On vous avait montré à l'époque ce graphique de gauche, là, ça faisait l'objet d'une étude qu'on avait publiée en partenariat avec le conseil départemental de Loire-Atlantique. Et donc là, en fait, on a dans un premier temps réactualisé déjà le calcul de cet indicateur, qui est composite en fait et qui essaye de multiplier les approches pour cerner cette notion de fragilité sociale. Donc on va essayer de regrouper de synthétiser plusieurs indicateurs qui relèvent des conditions d'emploi, du chômage, de l'insertion professionnelle, mais aussi des structures familiales. On regarde la part des familles monoparentales. Donc on combine tout ça dans un indicateur synthétique qui nous indique déjà que 14% de la population de la région va résider dans un territoire fragile, donc c'est un indicateur qu'on calcule au niveau des iris. Là aussi, on a un peu comme sur le taux de pauvreté monétaire, une part qui est vraiment significativement plus faible que sur l'ensemble du territoire national, puisque c'est un indicateur qu'on peut calculer sur l'ensemble du pays. Donc on est sur 14% contre 31% sur la France métropolitaine. En fait, si on essaye de regarder par intercommunalité la part de la population qui vit dans un territoire fragile, on se rend compte, comme tout à l'heure, de grosses disparités à l'intérieur de la région, avec beaucoup plus de fragilité sociale dans la Sarthe, dans les grandes agglomérations et aussi dans certaines zones rurales. Donc là, c'est la carte de droite où vous voyez que la part d'habitants qui vit dans un iris fragile va être plus élevée au pourtour de la région, notamment en Sarthe et en Mayenne. Donc, dans un deuxième temps, cette étude consistait à mettre en regard cet indicateur avec la prévalence de certaines pathologies. Et là, on se rend vraiment compte de la forte corrélation entre les deux, puisque, donc là, c'est ce qu'indique ce graphique, où on voit que les maladies chroniques, enfin, toutes les maladies qui sont représentées, en fait, vont être beaucoup plus présentes dans la population qui vit dans des territoires fragiles que dans des territoires préservés. Donc, c'est particulièrement marquant pour les maladies cardio-neurovasculaires, mais aussi pour les diabètes, les cancers, et puis au sein des maladies psychiatriques, pour tout ce qui relève des conduites addictives aussi. Un autre résultat de l'étude, c'est que dans certaines intercommunalités rurales, notamment en Sarthe, les populations vont cumuler des fragilités sociales et des difficultés d'accès aux soins, notamment aux médecins généralistes. Enfin, donc, pour terminer un peu ce panorama, on voulait aussi vous présenter un certain nombre d'éléments statistiques dont on dispose à l'heure actuelle pour essayer d'éclairer ou de commencer à éclairer ce qui s'est passé sur la période récente, donc depuis la crise sanitaire. Donc, malheureusement, la pauvreté, c'est plutôt un phénomène qui, avec nos dispositifs de suivi actuels, met beaucoup de temps à être observé, à être comptabilisé, alors que, en temps de crise, on aurait justement envie d'outils pour objectiver un peu les ressentis qui peuvent être très marqués. Donc, malgré tout, l'INSEE réalise chaque année, depuis quelques années, un exercice d'estimation avancée des principaux indicateurs de pauvreté et d'inégalité. Donc, c'est un exercice qui est réalisé au niveau national et qui repose sur certaines hypothèses qu'il faut encore prendre avec quelques pincettes, aussi parce que ces fragilités de construction, d'estimation sont exacerbées en temps de crise. Néanmoins, un résultat qui semble robuste avec ces estimations, c'est qu'on serait sur une stabilité du taux de pauvreté en 2020, donc un résultat qui peut sembler contre-intuitif, et qui s'élèverait toujours à 14,6% au niveau national, comme en 2019. On aurait aussi une stabilité des principaux indicateurs d'inégalité.
En fait, ce qu'essaye aussi de chiffrer cette estimation, c'est quel aurait été le taux de pauvreté s'il n'y avait pas eu tous les dispositifs exceptionnels qui ont été mis en place en 2020, donc l'activité partielle, mais aussi les aides aux indépendants ou aux ménages modestes, avec en juin et en novembre des, des montants supplémentaires qui ont été accordés pour certains minima sociaux notamment. Et donc, cette estimation fait le chiffrage que sans ces dispositifs, le taux de pauvreté aurait augmenté de 0,6 points, donc une très forte augmentation. Ça, c'est toute chose égale par ailleurs sur les destructions d'emplois, les hypothèses qui ne sont pas faites sur les évolutions des structures d'emploi. Donc, derrière ce résultat, qui serait plutôt une absence d'explosion du nombre de personnes pauvres en 2020, on aurait par contre une intensification pour ces personnes pauvres de la pauvreté. Donc en fait une montée des situations de très grande pauvreté. Là, on peut approcher ce phénomène à travers, quand on regarde le nombre de bénéficiaires des minima sociaux, là on a bien une augmentation. Donc ça, on peut regarder ça au niveau local. On a notamment une forte augmentation du RSA en 2020 par rapport à 2019. Donc plus 5% en moyenne sur le premier semestre, mais c'est même plus fort ensuite. Et si on regarde par département, c'est vraiment beaucoup plus marqué cette augmentation en Sarthe et en Mayenne. On constate aussi, toujours dans l'idée d'une montée de la très grande pauvreté, d'une augmentation du recours à l'aide alimentaire, donc qui remonte des dispositifs de suivi du secteur associatif. Donc des phénomènes de file d'attente dans les centres de distribution, mais aussi des phénomènes de nouveaux publics qui recourent à ces services d'aide alors qu'ils n'y recouraient pas avant. Donc des étudiants, mais aussi des travailleurs indépendants. Donc là, pour essayer de mieux suivre ce phénomène-là, l'INSEE, l'adresse et le secteur associatif ont mis en place des nouveaux dispositifs de suivi, avec notamment une enquête qui est actuellement sur le terrain et qui donnera ses premiers résultats au premier semestre, même si a priori ils seront exploitables au niveau national. Donc, toujours dans cette idée de mesurer un impact de la crise sanitaire sur les situations difficiles que peuvent connaître les individus, on vient de sortir, là, donc, il y a quelques jours, une dernière étude qui composera notre fil rouge sur les difficultés d'insertion professionnelle qu'ont pu connaître les jeunes pendant la crise. Donc là, c'est une étude qu'on a menée en partenariat avec Pôle emploi, l'ADRETS et le CARIFOREF. Et dans laquelle on essaye de suivre deux cohortes de jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et qui sont entrés au chômage soit en mars 2019, soit en mars 2020. Et on regarde pendant un an leur trajectoire afin de les comparer et de voir s'il y a eu un impact de la période. Donc le premier résultat qu'on obtient, déjà, c'est une hausse inédite du nombre d'inscriptions chez cette tranche d'âge en mars 2020 par rapport à un an plus tôt. On a plus 35% d'inscrits, ce qui est vraiment inédit depuis que ces séries existent. On a aussi à première vue un allongement de la durée totale passée sur les listes de Pôle emploi sur la période. Donc un allongement de 37 jours pour les jeunes qui ont connu la crise. En fait, derrière cet effet un peu globalisé sur l'année, on essaye de voir donc, dans ce graphique le détail au mois le mois. Et ça conduit à nuancer un peu ce constat, puisque l'effet de la crise sur l'ensemble de cette population serait atténué dès la fin du premier confinement, avec dès le mois de juin 2020, donc, des sorties vers l'emploi qui reprennent, qui se confirment à mesure des mois, si bien qu'un an après l'inscription, la part des jeunes qui sont toujours au chômage, donc de longue durée par exemple, est équivalente pour la cohorte 2020 par rapport à celle qui n'a pas connu la crise. Donc ça, c'est sur l'ensemble de la population. En réalité, ce que ça masque, c'est des contrastes entre les différents profils de jeunes qui se seraient accentués pendant la crise. En fait, si on essaye de faire l'exercice de synthétiser l'ensemble des trajectoires par des libellés un peu simplifiés, on se rend compte qu'on a à la fois plus de jeunes qui ont connu des facilités d'insertion, donc 26% en 2020 contre 21% un an plus tôt, mais aussi plus de jeunes qui ont connu des difficultés d'insertion, donc 32% si on
regroupe les difficultés qu'on a qualifiées de grandes et modérées, contre 26% un an plus tôt. En fait, on aurait d'un côté ceux qui ont connu des difficultés vraiment très durables. Donc là, il s'agirait plutôt des jeunes qui sont à la recherche de leur premier emploi, donc les plus jeunes ou ceux qui n'ont pas d'expérience, et ceux qui recherchent un emploi dans les secteurs dans les domaines les plus affectés, donc l'hôtellerie, restauration, tourisme. Et de l'autre côté, on aurait une insertion plus favorable pour les jeunes qui se sont inscrits en 2020 suite à une fin de mission d'intérim, et aussi ceux qui recherchent un emploi dans les domaines du BTP ou de la construction. Donc pour terminer un peu ce tableau, on peut aussi relever le fait que les jeunes qui se sont inscrits en 2020 ne sont pas les mêmes que ceux qui se sont inscrits en 2019 en termes de profil. On a beaucoup plus d'intérimaires justement qui, eux, vont connaître un effet surtout limité au premier confinement, mais qui vont se réinsérer dans l'emploi plus favorablement juste à la sortie. Et puis, il y a eu aussi un suivi au plus près des demandeurs d'emploi par Pôle emploi pendant la crise, avec des campagnes actives de relance, qui a permis de mieux observer en fait les trajectoires en 2020 par rapport à 2019 et donc d'avoir un suivi de trajectoire plus précis. Donc voilà, on a terminé pour cette présentation. Donc, bien entendu, comme Hélène l'a dit en introduction, on a mis l'accent sur certains résultats clés des éclairages qu'on propose à travers nos fils rouges. Mais l'ensemble de nos études est loin d'épuiser, bien sûr, tous les angles qui auraient pu être traités et qu'on continuera certainement à traiter, qu'on continue d'ailleurs déjà à traiter dans des travaux ultérieurs. Donc là, on vous a remis la liste de l'ensemble des publications du fil rouge que vous avez aussi normalement dans vos dossiers pour ceux qui sont dans la salle. Je vous remercie de votre attention. Alors, on vient de le voir, hein, parler de la pauvreté, c'est parler d'une situation sociale complexe, précarité, situation défavorisée, exclusion, nouvelle pauvreté, grande pauvreté, privation, etc. Au-delà des approches statistiques de la pauvreté, il peut y avoir aussi des approches plus opérationnelles. Les conséquences de la pauvreté, c'est l'exclusion de certaines pratiques sociales ou de certaines normes de consommation. La pauvreté est multiple et nous allons creuser aujourd'hui ce sujet avec le concours de mes 4 invités. Ah oui, du coup, on va passer à la diapo suivante. C'est pas en mode projection, Nathalie, je pense. Si, enfin non, mais tu peux me passer sur la... Il faut choisir le partage voilà. Ou le mode plein écran. Parce que j'arrive pas à passer à la suivante. Le partage. Ah si, c'est bon. Voilà, donc je vais vous présenter mes quatre invités, hein, en commençant à ma droite par Madame Anne Postic, commissaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté en région Pays de la Loire. Madame Marie-Pierre Durand, directrice de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Monsieur Pierre Blaise, directeur du projet régional de santé à l'Agence régionale de santé. Et enfin, Monsieur Maxime Boisdin, directeur de la prospective au département de Loire-Atlantique. Donc, je les remercie de se joindre à moi pour discuter et répondre aux questions que je leur ai concoctées. Du coup, on va passer à la première question, enfin plutôt aux premières, parce que du coup, j'ai posé des questions un peu multiples. Hein. Donc, on l'a vu, la pauvreté, c'est un phénomène multidimensionnel et dresser son portrait, ça suppose de mobiliser plusieurs mesures. Pauvreté relative et pauvreté absolue, pauvreté monétaire et en conditions de vie, écart entre les plus modestes et les plus aisés, indicateurs de fragilité sociale, etc. Dresser le portrait de la pauvreté, c'est aussi y introduire la dimension territoriale, puisqu'on l'a vu aussi dans la présentation de mes collègues, cette pauvreté, elle diffère selon les territoires de par son intensité et le profil des personnes concernées. Donc, notre fil rouge sur la pauvreté et les inégalités dans les Pays de la Loire a mobilisé de nombreux indicateurs. Il a mis en lumière de multiples facettes de ce phénomène. Et donc, mes questions pour nos 4 invités: qu'apportent les données à l'action publique? Comment les politiques publiques se saisissent-elles de la dimension territoriale de la pauvreté?
Et enfin, quelles données font aujourd'hui défaut à l'observation et permettraient de mieux éclairer le débat public? Et pour commencer, je passe la parole à Madame Postic. Merci beaucoup. Alors, donc, votre première question, c'est qu'apportent les données à l'action publique? Donc, on l'a vu tout au long de la première partie, évidemment, ce sont des données à la fois macro sur l'ensemble du territoire national, et puis de pouvoir aussi, à l'échelle régionale, voir une dimension encore plus fine, des données territoriales. Et donc, ça éclaire effectivement les politiques publiques et à rappeler que effectivement la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, dans sa version d'aujourd'hui, c'est de territorialiser les actions, et notamment ça passe par, j'allais dire, deux piliers. Le pilier de la contractualisation avec les collectivités, plus particulièrement avec les départements, et puis dans le métropole, pour, en fonction du diagnostic du territoire donné, on adapte en fait effectivement à la fois les financements et surtout les actions qui sont mises en place par cette alliance entre l'État et les collectivités. C'est pas pareil de lutter contre la pauvreté sur le plan national dans le nord de la France, monsieur l'a dit, effectivement, où le taux de pauvreté est très élevé, que dans les Pays de la Loire, où la pauvreté est plus basse. C'est pas pareil non plus en Vendée qu'en Sarthe. On l'a vu, les taux de pauvreté ne sont pas les mêmes. Le contexte socio-économique et socio-démographique n'est pas le même. Donc, il y aura évidemment des actions qui vont être différentes, même si on a un socle d'actions commun dans le cadre de la contractualisation avec les départements. 3 sujets, je peux vous citer, notamment l'accueil inconditionnel de proximité, c'est-à-dire que chacun des départements, dans le cadre de la contractualisation, doit assurer un accueil de proximité en moins de 30 minutes de chez lui pour un accueil inconditionnel de toute population, donc organiser le territoire pour que des personnes en situation difficile puissent aller trouver un travailleur social, une structure qui prenne en compte sa situation. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, dans le cadre des contrats, c'est lutter contre les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance. Vaste sujet que connaît bien monsieur Boisdin. Voilà. Et puis, troisième pilier, c'est l'accompagnement des bénéficiaires du RSA. Donc, voilà. Donc là, c'était un socle commun. Et puis ensuite, les territoires, en fonction de leur spécificité, peuvent choisir effectivement des actions distinctes en fonction voilà. Il y a eu beaucoup d'actions sorties de crise sur l'aide alimentaire, notamment les départements ont beaucoup fléché. Autre pilier de la stratégie pauvreté, c'est le pilier d'actionner l'innovation avec des financements pour les associations. Et là aussi, en fonction de la proposition des associations et puis des besoins du territoire, ça ne va pas être la même chose en Vendée que ici à Nantes. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, voilà, on a financé, on est en train de finaliser nos crédits, là c'est 1,8 million pour 2021, des actions très concrètes qui s'adressent par exemple à des femmes en situation d'addiction, de l'hébergement des hébergements très spécifiques, très accompagnés. Ça peut être du soutien à des sortants de prison, ça peut être du logement justement pour des jeunes sortants de l'ASE. Voilà, l'UDAF de Loire-Atlantique vient de créer des structures. Voilà, vous m'avez demandé d'être concrète, donc j'essaie d'être concrète. Voilà. Et puis sur la dernière question, mais on l'a déjà évoqué tout à l'heure, hein, les limites. J'avais cité la limite que Madame a posée tout à l'heure, c'est-à-dire le spectre ne touche pas forcément toutes les populations, notamment celles qui n'ont pas de ressources ou celles qui sont par exemple dans du collectif d'hébergement. Voilà, donc c'est une des limites effectivement de la donnée INSEE. Merci. Madame Durand? Je crois que l'importance de ce fil rouge, hein, c'est d'avoir vraiment, de nous permettre d'avoir un éclairage très territorial. C'est-à-dire qu'en matière d'emploi et de formation, quand je regarde les chiffres de la région, je pourrais dire, il n'y a pas de sujet, on a un taux de chômage très bas, bon, voilà, on a plutôt des entreprises qui peinent à recruter, qui ont des difficultés de recrutement, donc tous les indicateurs sont plutôt au vert sur voilà, la sortie de la. Et quand on regarde un peu de manière plus précise ce qu'offre l'ensemble des travaux qui ont été conduits par l'unité, c'est qu'effectivement, il est impératif de territorialiser parce qu'il y a des vraies différences entre les territoires dans cette région, qui reste une région dynamique, mais avec des spécificités sur certains territoires. Et
les politiques publiques, quelles qu'elles soient, et en particulier celles de l'emploi et du travail, doivent être adaptées et doivent être modulaires pour répondre au plus près des besoins des territoires. Donc moi, je trouve que c'est un éclairage très, très pertinent, l'ensemble de ces études. Merci. Monsieur Blaise. Oui, je pense que quand on vous posait la question, qu'apportent les données à l'action publique, je crois qu'en ce moment où tout le monde est devenu spécialiste du taux d'incidence, du taux d'hospitalisation du fameux R que personne ne manipulait auparavant et que tout le monde maîtrise aujourd'hui et dont on comprend l'importance. C'est-à-dire que donc les données sont indispensables pour pouvoir orienter l'action publique, y compris à la fois dans le court terme, hein, dans la cinétique rapide, comme on dit, ou dans la cinétique longue. Pour revenir plutôt sur notre sujet, en fait, ces données viennent conforter ce que l'on sait déjà, ce qui n'est pas nouveau, mais qu'il faut constamment rappeler, c'est cet enjeu du gradient des inégalités sociales de santé. C'est pas la. Il y a un lien très étroit entre santé, pauvreté, inégalité sociale, mais en fait, l'état de santé se construit tout au long de la vie et il va conduire. Et les inégalités sociales se retrouvent dans le gradient, alors mesuré de façon assez abrupte par l'espérance de vie. On a une différence de 7 ans, alors je ne sais pas les chiffres peut-être bougé récemment, mais c'est le chiffre qu'on a généralement en tête, différence de 7 ans entre les différentes catégories socio-professionnelles en termes d'espérance de vie. Et ce qu'on sait moins, parce que c'est quelque chose de plus subtil dans l'utilisation des données, c'est l'impact sur cette espérance de vie est d'autant plus important qu'on agit tôt dans la vie. Et donc, ça va venir impacter nos politiques publiques. Par exemple, aujourd'hui, on parle des 1000 premiers jours. On a travaillé à l'agence sur les compétences psychosociales des jeunes. C'est travailler très précocement sur la sécurité émotionnelle des jeunes parce qu'il a été démontré que plus tôt dans l'enfance, on sécurise et on permet aux enfants d'avoir confiance en eux, plus ils vont se saisir des opportunités, être capables de saisir des opportunités de la vie, et donc d'être plutôt mieux placés dans l'échelle des inégalités sociales, plus on va le retrouver en termes d'espérance de vie, sans incapacité et d'espérance de vie. En travaillant sur l'agence a monté depuis plusieurs années maintenant, de PRS en PRS, un travail sur le renforcement des compétences psychosociales des jeunes, en particulier sur le champ des addictions, l'impact est connu, mais de façon générale, au moment où se forme la personnalité, c'est le moment où la capacité d'agir de manière à agir sur ces déterminants de santé, sur les conditions qui vont être favorables à la santé, vont être le plus puissant. C'est donc cette période-là, cette période de formation où ils vont avoir l'impact le plus puissant. Et on sait l'impact que ça va avoir sur le temps long et sur la durée. Autre illustration, on s'est posé beaucoup de questions d'ailleurs avec cette crise sur les inégalités, le lien entre les inégalités sociales et les flambées épidémiques. Alors il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne comprend pas. Je vais citer juste 2 exemples. On a vu dans la flambée épidémique à un moment donné où on était capable, parce que c'était le début, de la tracer de façon précise. Après, quand ça diffuse en population, c'est beaucoup plus difficile de caractériser les transmissions. Et on a bien vu l'impact des conditions sociales sur la flambée épidémique du mois de juillet, en particulier dans la Mayenne. Et cette observation nous a d'ailleurs été suffisamment reprochée parce qu'on mettait d'un seul coup les projecteurs sur la Mayenne, et ça amène au dilemme jusqu'où faut-il dévoiler les données quand ensuite elles peuvent être utilisées pour aller crever les pneus des Mayennais qui étaient en vacances ou leur interdire de venir au camping. Et c'est ces conséquences-là. D'un autre côté, fallait-il ne pas
ne pas expliquer à ce moment-là pourquoi est-ce que la réaction de l'agence avait été si vigoureuse au début de cette poussée épidémique. Puis le deuxième élément, c'est que cette poussée épidémique, elle était extrêmement liée aux conditions de vie, puisque, et c'était de la dynamique au sein de l'ARS, c'est vraiment de la dynamique d'un manier, quand on sait que ce sont les conditions des travailleurs dans l'agroalimentaire, et puis je ne détaillerai pas plus, mais qui quelque part ont expliqué la diffusion beaucoup plus rapide au départ, qui a pu être maîtrisée d'ailleurs par la réaction globale de la population et qui a permis au mois de juillet de contrôler ce départ de feu d'épidémie et puis ensuite même si malheureusement après l'épidémie générale est intervenue. On a retrouvé le gradient très puissant qu'il y a entre les territoires plus défavorisés, en particulier en Île-de-France. Et moi, j'avais émis dans les hypothèses, mais ça n'est qu'une hypothèse, encore une fois, tout ça va être affiné. On a un stock de 20 ans de travaux de recherche, de données pour 20 ans de travaux de recherche sur cette crise. Et la différence avec la Sarthe en particulier, pourquoi la Sarthe a connu des flambées épidémiques qui ont été plus importantes qu'ailleurs. Une des possibilités, c'est effectivement le gradient de pauvreté, des possibilités, des types d'emplois qui probablement sont moins susceptibles d'être télétravaillés. On est peut-être plus dans l'emploi agroalimentaire ou industriel qui ne sont pas télétravaillables. Et puis on sait également le poids du logement et de la promiscuité, et donc de la taille des familles, des conditions de logement dans les transmissions intrafamiliales qui sont effectivement les plus fréquentes. C'est à peu près la moitié des transmissions se font à l'intérieur de la famille où les décisions d'ordre public n'interviennent pas. On est dans la sphère privée. Donc j'illustre, parce que c'est d'actualité avec la crise, mais on va le retrouver sur tous les champs de la santé. On va le retrouver sur l'épidémiologie des cancers, sur l'épidémiologie de l'asthme, sur l'épidémiologie des affections respiratoires des enfants, etc. Merci, Monsieur Boisdin. Je reviens bien entendu sur ce qui a été dit sur la dimension territoriale de la donnée. Évidemment, la pauvreté, elle est multidimensionnelle, on l'a indiqué tout à l'heure. Pour le département, c'est évident qu'il faut intégrer la dimension territoriale à la donnée et comprendre aussi à quel point on peut prioriser les actions. Anne Postic l'évoquait tout à l'heure pour les actions de la stratégie pauvreté, mais ça vaut au quotidien dans les actions du département. Je vais prendre deux exemples qui n'ont rien à voir, mais qui illustrent bien la manière dont on peut tenir compte de ces dimensions et j'ai envie de dire mettre le paquet ou mettre l'accent dans certains territoires plutôt que dans d'autres, selon les dimensions qu'on est amené à traiter. Les dimensions sociales, bien entendu. On a effectivement un maillage très important au niveau du département à travers les espaces départementaux des solidarités qui apportent un niveau d'accueil et d'accompagnement social généraliste à la population. Il est évident qu'en fonction des données et des indicateurs et de la fragilisation de certains territoires, c'est un élément à prendre en compte dans l'affectation des moyens, des actions, des priorités du département, et on ne va pas traiter un territoire comme Saint-Nazaire, comme celui de Nantes, c'est pas la même configuration, c'est pas la même, c'est pas les mêmes besoins, et donc c'est pas la même réponse qui doit être apportée par la puissance publique. Un autre domaine qui reflète bien la dimension multidimensionnelle de la pauvreté, c'est aussi par exemple les politiques de soutien aux communes du département. On a parlé de l'ensemble de ces dimensions. Le département intervient aussi en soutien aux communes, aux intercommunalités, et c'est une dimension qui est intégrée aussi parce qu'on va tenir compte aussi de la question de la pauvreté en service public, la question de la pauvreté tout simplement en termes d'offres du territoire, et par les aides et l'appui et le soutien aux petites communes, à la revitalisation des centres-bourgs par exemple, on va tenir compte de cette dimension pour intégrer justement et adapter l'action que l'on peut conduire. Je terminerai pour cette question. Vous avez cité la question de quelles données font défaut à l'observation et à l'action publique. Je ne sais pas en tant que tel si il y a vraiment des données qui font défaut parce qu'on est plutôt dans la gestion d'une abondance de données et dans la question aussi qui pour moi est fondamentale de la manière dont on fait parler ces données et la manière dont elles sont recensées, dans la manière dont elles sont collectées. Tout à l'heure, on parlait de la population, des populations par exemple sans domicile fixe ou Rome. Il y a des associations qui accompagnent ces publics et qui ont des données. La difficulté, c'est de savoir est-ce qu'on parle du même territoire,
est-ce qu'on est sur le même périmètre? On a évoqué la Banque de France aussi tout à l'heure. On a par exemple, on engage un partenariat au département sur le surendettement, dans la collecte des données sur le surendettement avec la Banque de France. Mais quand on parle effectivement de données à l'IRIS et que la Banque de France raisonne par exemple à l'échelle des EPCI, eh ben on a tout un travail à faire pour justement faire correspondre ces données, sinon on ne parle pas des mêmes choses. Et donc on ne peut pas qualifier véritablement ces phénomènes de pauvreté. Et donc, il y a effectivement cette question des partenariats, du partage de la donnée et de la définition même de la donnée. Et ça, c'est vraiment l'enjeu qui, pour moi, est le plus crucial, parce qu'il est clair qu'à partir du moment où on aura défini la même manière entre partenaires, la même chose et qualifier le même phénomène, on pourra effectivement avoir des dispositifs qui soient adaptés, qui répondent au mieux aux besoins des populations. Merci. Donc, on va revenir encore plus dans notre actualité, hein, avec cette pandémie de la Covid-19 qui a provoqué une crise économique et sociale dont il est pour l'heure difficile de déterminer tous les aspects. L'INSEE, ma collègue l'a dit tout à l'heure, vient de faire paraître sa première estimation du taux de pauvreté pour l'année 2020. 14,6% des personnes seraient en dessous du seuil de pauvreté en France, un taux qui resterait stable par rapport à 2019. Il demeure que ce seul indicateur ne peut à lui seul rendre compte de cette réalité économique et sociale aussi complexe qu'est la pauvreté. Cette pauvreté, elle n'est pas que monétaire et son intensité reste à mesurer avec précision. C'est une stabilité donc, qui peut étonner si l'on se réfère aux millions de pauvres supplémentaires dont la presse s'est fait l'écho depuis un an. L'aide alimentaire, qui est le maillon initial de la chaîne sociale, aurait été extrêmement sollicitée au plus fort de la crise. Les demandes d'hébergement d'urgence auraient également été plus fortes. Certains n'ont eu d'autre choix, parfois pour la première fois, que de se tourner vers les associations et les centres communaux d'action sociale. Cette crise, elle a également été révélatrice des inégalités qui traversent la jeunesse. Certains vont jusqu'à parler de jeunesse sacrifiée. Donc, ma question pour vous, d'après les signaux dont vous disposez, quel a été et quel est aujourd'hui l'impact de la crise sanitaire sur les situations de pauvreté? Je vais donner la parole à Monsieur Blaise. En fait, cette crise a montré vraiment le même gradient social. C'est-à-dire que les gens ont été touchés par la crise sanitaire, d'autant plus qu'ils étaient dans des situations, comme je viens de le dire, hein, de plus grande pauvreté. Et tout ça, en fait, il n'y a pas les pauvres et les autres, mais ça se retrouve tout du long du gradient social, avec un risque plus élevé de faire des formes compliquées, parce que, d'abord un risque plus élevé, je l'ai dit, d'être infecté, un risque plus élevé de faire des formes compliquées, parce que l'on va avoir d'autant plus de facteurs de risque, obésité, diabète, etc., qui sont des facteurs de risque pour les formes graves, que l'on est dans le bas de l'échelle du gradient social. On le retrouve aujourd'hui également dans les mesures de prévention. D'abord, les capacités à s'isoler vont être également proportionnelles. La capacité à maîtriser son environnement pour pouvoir maîtriser les facteurs de risque va également être distribuée socialement. Et puis, on le voit aujourd'hui avec la mesure de prévention la plus efficace qui est la vaccination. On retrouve également dans la façon dont on adhère ou non à la vaccination le même effet de gradient social. La probabilité d'être exposé à des fake news et d'être capable d'en maîtriser les conséquences, c'est la même chose. Et donc, en fait, on retrouve dans l'impact sur la santé de la crise sanitaire le même gradient social. Et puis derrière, il y a l'impact de la santé sur les conditions économiques. Et là, on touche au fait que la santé est un élément du capital qui permet de fonctionner de façon plus ou moins efficace. Après, on peut mettre beaucoup de nuances et de qualifications sous le terme efficace, mais de fonctionner de façon efficace, ou du moins de prévenir le risque de situation de pauvreté. Et donc, les gens qui ont été les plus impactés, soit par la maladie elle-même, et surtout par les conséquences des mesures de prévention. Alors, on voit, et ces études qui ont été présentées sont extrêmement importantes pour montrer comment le bouclier, si je puis dire, économique qui a été mis pour parer à la crise
a permis quand même de prévenir un certain nombre de situations. Et maintenant, on retrouve effectivement un impact important sur la santé mentale. On l'attendait très fort avec le premier confinement et on a été extrêmement surpris de voir qu'il n'arrivait pas. Et une des interprétations qui est venue, c'est de se dire finalement, les gens qui ont de gros problèmes de santé mentale, eh bien, étaient beaucoup moins agressés par l'environnement social, parce que bien souvent, hein, la pathologie mentale, on est victime et on n'est pas agresseur. L'agression de la personne qui souffre de pathologie mentale est beaucoup plus rare que l'inverse, c'est-à-dire se faire agresser parce qu'on souffre de troubles psychiques ou de problèmes de santé mentale. Et donc peut-être était-il plus protégé dans un monde qui était plus confiné, les situations d'agression étaient réduites. En revanche, on a vu avec la deuxième vague et puis dans le plus long terme, un impact extrêmement important sur la santé mentale. Une chose qui était un petit peu surprenante aussi, qui a beaucoup touché les jeunes, et ce sera probablement important de comprendre pourquoi, parce qu'au départ, on pouvait se dire finalement, ils étaient les mieux armés par rapport au confinement, ils fonctionnent dans les réseaux sociaux de façon extrêmement efficace, eux pouvaient préserver tous leurs contacts sociaux, donc en principe, ils avaient les outils pour moins souffrir que d'autres. Et en réalité, ça n'a pas été le cas. Est-ce que c'est l'environnement général? Est-ce que c'est la perception des situations familiales, la perception de la situation de gravité environnante à un moment de la vie, ou au contraire, on a envie d'avoir un maximum d'espace pour se déployer, se développer? Est-ce que ces restrictions vont avoir eu un impact sur les catégories de jeunes en fonction du moment de la vie où cette pandémie les a touchés? Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir regarder sur le long terme et dont bien entendu, lorsque les mesures ont été prises, il n'y avait pas de naïveté quant à l'impact potentiel. Maintenant, face à la menace à court terme, il y avait bien entendu des mesures de protection immédiate à prendre. Et c'est là où la résilience de notre système, et entre autres du système de santé, pour venir prendre en charge et accompagner les conséquences de la crise, vont être importantes dans les années qui viennent. Et on sait que l'impact, même s'il va être très dilué, donc difficile à mesurer, va pouvoir se faire sentir sur la durée, sur les 5, 10, 20, 30, 40 ans, surtout tout au long de la vie finalement. Si l'impact de la crise a touché des gens à un moment crucial de la vie que d'autres. Madame Durand? Oui, alors, en termes d'impact, je crois qu'il y a la population qui a été très touchée, si on regarde sur le spectre de l'emploi, c'est quand même les travailleurs précaires. C'est-à-dire qu'on a eu un système qui a protégé une grande partie des salariés, notamment les salariés permanents dans les entreprises avec le dispositif de l'activité partielle. Ce dispositif, il a moins fonctionné de fait pour les travailleurs précaires, que ce soit les intérimaires ou les gens en contrat à durée déterminée dont les contrats se sont interrompus pendant le premier ou même les autres confinements. Donc ça, on voit bien qu'il y a eu un impact pour cette population. Il y a eu aussi un impact pour un certain nombre de travailleurs indépendants, et notamment ceux dont la création de leur activité était pas très ancienne, voire ceux qui étaient en situation de micro-entreprise. Alors ça, c'est sûr que ceux-là ont quand même eu forcément des grosses difficultés et l'impact a été important, et pour un certain nombre, effectivement, ils se sont retrouvés en situation de pauvreté. Ça, c'est vrai. Ce que l'on a vu, bien évidemment, aussi, c'est, on en a déjà parlé, c'est l'augmentation des demandes en termes d'aide alimentaire. Et ça, c'est un indicateur fort, quand même, de l'impact de la crise sur la situation des personnes. Quand on voit le nombre de gens qui sollicitent l'aide alimentaire auprès des associations se multiplier, comme on l'a pu voir pendant toute l'année 2020, forcément, c'est un impact très factuel et évident. De même pour les demandes d'hébergement d'urgence, on a augmenté de manière considérable l'hébergement d'urgence, y compris pour mettre à l'abri des gens qui, compte tenu
la gravité de la situation sanitaire, il était impératif de les mettre à l'abri, ce qui n'a pas été sans poser de problème pour une partie de la population qui, justement, on a, entre guillemets, un peu enfermé finalement, alors que ce n'était pas du tout leur environnement précédent. Donc, on voit que, voilà, avec des indicateurs autant sur l'emploi, sur les demandes alimentaires, sur l'hébergement, on voit que oui, il y a eu des impacts très forts sur la situation. Et puis, sur les jeunes, alors, il est trop tôt pour dire si cette jeunesse a été sacrifiée. Ce que l'on peut dire, c'est que, d'un point de vue d'emploi, on sait que dans les Pays de la Loire, le travail intérimaire est important. Et le travail intérimaire des jeunes est important. Et l'intérim, pour les jeunes, c'est souvent le premier pas vers l'emploi, notamment dans les entreprises et les industries fortement implantées dans notre région, que sont l'industrie, notamment l'industrie agroalimentaire. Et donc, on voit bien que, compte tenu de la crise, les jeunes n'ont pas eu cette première marche, j'ai envie de dire, vers un emploi plus pérenne, qui est l'intérim. Donc oui, il y a vraiment des marqueurs forts de l'impact de la crise sur la situation, et donc sur la situation des plus précaires, et donc pour certains qui vont effectivement rejoindre malheureusement les pauvres ou les travailleurs pauvres. Monsieur Bodin. Je vais compléter, bien entendu, ce qui vient d'être dit en rejoignant les propos de Mme Durand et de M. Blaise. Après, on est encore, la crise sanitaire, on la traverse encore. Donc c'est vrai que les impacts, traiter des impacts alors qu'effectivement on est encore en plein dedans, c'est extrêmement difficile. Cela dit, même si on est sur un territoire qui, on l'a vu à travers les indicateurs tout à l'heure, s'en sortait mieux que les autres avant et qui semble sur certains aspects avoir encaissé mieux le choc, il y a effectivement des inégalités importantes dans ce traitement entre les territoires. Et puis, il y a effectivement, et je rejoins ce que disait Pierre Blaise tout à l'heure, les impacts et les impacts de long terme. Et je citerai là encore deux exemples très différents. On parlait alors de la dimension multidimensionnelle de la pauvreté. C'est aussi de la pauvreté ou l'appauvrissement des relations sociales. Dans la période que nous avons vécue, que nous vivons encore, on a effectivement eu une succession finalement de mesures, parce que c'est pas une crise, c'est finalement des phases d'une crise qui se déploie. Donc il y a eu des confinements, des couvre-feux, etc., qui ont eu différents impacts, des impacts sur les apprentissages. On parlait de la lecture, mais on pourrait rajouter l'apprentissage de la natation, l'apprentissage d'un instrument, de la musique, etc. On a effectivement des générations actuellement qui ont vécu, et on le voit bien dans des situations, dans certains quartiers, on a des travailleurs sociaux qui portent à bout de bras certaines situations, qui encourageaient certains enfants, certaines familles à aller pratiquer une activité culturelle, sportive, activité qui a été en pointillé durant la période 2020-2021. Certaines familles, certains enfants ne se sont pas réinscrits en septembre 2021 en se disant que ça allait être encore une année où ça allait tellement être en pointillé que finalement, voilà. Or, ces apprentissages-là, c'est dans l'enfance qu'ils se créent. Bien entendu, on peut toujours apprendre un instrument à l'âge adulte, mais c'est pas on ne l'apprend pas de la même manière, et le développement de ses capacités, de ses habilités sociales, elles sont fondamentales. Donc, il y a cette question de l'appauvrissement du lien et du creusement potentiel des inégalités entre les personnes qui avaient déjà, je veux dire, une insertion sociale et qui l'ont reprise modulo effectivement le masque et certains la mise en place des gestes barrières, et d'autres qui se sont encore plus renfermés sur eux-mêmes et qui se sont davantage isolés. Un autre phénomène qui n'a rien à voir, mais c'est pour peut-être traiter de cette question et ces impacts de la crise dans l'ensemble de ses dimensions et sur le territoire. On est sur un territoire qui était déjà très attractif, et la crise sanitaire a renforcé certains phénomènes dans l'implantation et dans les stratégies résidentielles. On le sait, on est notamment, si je prends le département de Loire-Atlantique, on a énormément d'atouts qui font que ce soit sur la côte, sur la métropole de Nantes, une installation de population qui viennent d'autres régions, et la crise et les confinements, etc., ont renforcé encore ce phénomène. Et donc, du coup, la question aussi qui se pose, c'est est-ce que ce phénomène d'attractivité ne va pas poser un certain nombre de limites dans les capacités à lutter contre la pauvreté et à réduire les inégalités, quand on voit qu'on a des ménages qui ont de plus en plus de mal à se loger, ne serait-ce que sur la métropole de Nantes, qui vont de plus en plus loin pour intervenir aussi souvent pour des services essentiels auprès des personnes âgées, etc. Si on prend l'exemple de la côte, s'il y a de plus en plus de personnes
âgés qui s'installent sur la côte, qui ont des besoins d'accompagnement à domicile, etc. Compétences effectivement du département sur l'accompagnement des personnes âgées. Or, on constate que les associations qui interviennent auprès de ces personnes ont des professionnels qui eux-mêmes n'arrivent plus à se loger et s'éloignent de plus en plus, vont à Redon, vont aller au-delà, et qui au bout d'un moment ne répondent plus à ces offres d'emploi. Et donc, on a aussi une capacité d'intégration de notre territoire qui peut présenter des risques d'appauvrissement. Et donc, pour moi, ça me semble être une dimension qui est aussi importante dans les effets de cette crise et dans les impacts que ça peut avoir à long terme. Madame Postic ? Rapidement, peut-être, non, parce que... Oui, c'est ça. C'est bon. Je fais la règle, je régule le temps. Non, mais voilà, ouais, juste les 3 fractures, hein, moi, voilà, la fracture alimentaire, on en a parlé, la fracture des liens, ou la crise des liens, parce qu'il y a aussi du positif. Alors, ça a été dit, hein, la problématique des logements, donc des familles qui ont eu des liens parfois très douloureux. Hein. Il y a eu recrudescence de violences intrafamiliales pendant les crises, des violences conjugales. Voilà. Mais le petit côté positif quand même, c'est notamment sur la question du bénévolat. Je pense que ça a suscité aussi de la solidarité. On l'a vu pendant la crise, justement, les associations d'aide alimentaire qui avaient moins de bénévoles parce que le bénévolat était âgé, donc les gens évidemment se sont protégés, sont moins venus. Et donc il y a eu des jeunes qui sont venus, des solidarités de voisinage qui se sont mis en place, presque invisiblement, enfin de manière invisible. La réserve civique, c'était presque peut-être plus visible parce qu'il fallait s'inscrire et puis c'était un principe d'offre et demande. Mais je crois qu'il y a eu aussi beaucoup de solidarités qui se sont créées. Je pense que c'est important de le souligner parce que ça, peut-être, ça va être un germe positif pour l'avenir des gens qui n'avaient peut-être pas l'habitude d'aller aider des associations l'ont fait. Et puis une fracture dont on n'a pas du tout parlé, c'est la fracture numérique. Voilà, et ça, je pense qu'elle est vraiment très douloureuse. C'est comme la fracture alimentaire, c'est revenu en plein boomerang, en fait, je pense, des Français. C'est-à-dire, quand on voit qu'il y a des enfants qui n'avaient effectivement pas de matériel dans leur famille, où les profs devaient prendre en photo les cours pour l'envoyer sur des tout petits portables, ou alors les enseignants donnaient des rendez-vous aux parents dans les écoles pour donner les cours. Voilà. Donc, je pense que ça, la fracture numérique, ça a été très fort. Voilà. Et sur la question des jeunes, évidemment que la question de santé mentale est majeure. Il y a une forme d'acédie. L'acédie, c'est la perte de sens. Il y avait une enquête qui avait été faite par l'Académie de Nantes, l'Université de Nantes, pardon, auprès de l'ensemble des étudiants l'année dernière. Et ce qui était le plus frappant, c'était pas tant la question de la pauvreté monétaire, même si elle a été marquée, et mais elle existait déjà avant pour un certain nombre de jeunes. Mais c'est la perte de sens dans leurs études. Beaucoup de jeunes se sont questionnés sur leur avenir, en se disant est-ce que je fais le bon choix, est-ce qu'il ne faut pas que je remette en cause un certain nombre d'études. Et puis peut-être juste sur la question des jeunes très précaires aussi. Là, la délégation pauvreté ministère de la Santé est en train de travailler sur des aides supplémentaires pour les jeunes très très précaires. Voilà. Amandine avait préparé une dernière question. Donc, je vous propose cette toute dernière question et d'être très rapide sur la réponse, s'il vous plaît, histoire qu'on ait un temps d'échange. Donc ma dernière question. Je suis désolée parce que voilà, on a. Bah oui. Mais c'est un sujet, on pourrait passer des heures. Ouais. Donc la dernière question, elle est en lien avec la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté qui a été lancée en septembre 2018, qui vise à répondre aux problématiques de reproduction de la pauvreté, de précarité des jeunes, d'insertion et d'accès aux droits. Et il y a un premier bilan d'étape qui a été dressé en Conseil des ministres. Voilà. Et ma dernière question, comment les politiques publiques se saisissent-elles de ce sujet? Quels sont les chantiers en cours? Et quelle suite pourrait être donnée au-delà de 2022? Et du coup, je vous redonne la parole, Madame Postic. Alors ouais, c'est vrai qu'il y a énormément de choses. Moi, je pense, mais Marie-Pierre Durand va être d'accord avec moi, c'est-à-dire que l'embellie économique, il faut qu'elle puisse profiter à tout le monde. Et la question de l'employabilité des personnes les plus éloignées de l'emploi, elle est à mon avis essentielle. Et il faut vraiment avoir des politiques qui accompagnent les personnes les plus éloignées avec gradualité. Voilà, ça existe déjà. Mais en tout cas de s'adapter à la possibilité des personnes et que le travail et l'insertion soient faits en fonction des besoins et des aptitudes des personnes.
Parce que je pense que malgré ce qui a été dit, le travail est quand même la meilleure façon de sortir de la pauvreté. Enfin, malgré, c'est pas malgré, mais le travail ne protège pas toujours de la pauvreté. Voilà. Mais le travail est quand même la meilleure façon de sortir de la pauvreté. Voilà, on a beaucoup de sujets autour de l'obligation de formation, c'est-à-dire les questions de formation des jeunes entre 16 et 18 ans. Voilà, il faut continuer le chantier. Le chantier, évidemment, du service public de l'insertion et de l'emploi qui permettra de mobiliser un consortium de personnes autour justement des personnes les plus éloignées de l'emploi. Et puis la question, on n'en parle pas souvent, mais du modèle économique peut-être des associations. On voit bien là les difficultés à la fois pour les services de l'État et les associations, la question des appels à projets qui épuisent un petit peu tout le monde. Je pense que là, il faut vraiment qu'on trouve des alternatives pour pérenniser peut-être l'action publique et que les financements de la stratégie pauvreté soient pérennisés. Voilà, moi, c'est le meilleur vœu, évidemment, que je puisse faire pour la suite. Et puis, la question de l'écologie, mais je crois que je l'ai déjà dit au démarrage. Voilà. Madame Durand. Oui, pour compléter ce que vient de dire Anne Postick sur l'emploi, je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs du service public de l'emploi doit se mobiliser pour que les plus éloignés de l'emploi profitent, comme tu disais, de cette embellie et à un accès. Donc, à la fois, il faut travailler avec ces populations pour qu'elles aillent vers l'emploi, mais il faut aussi travailler avec le monde économique, avec le monde de l'entreprise pour les convaincre que même une personne éloignée de l'emploi depuis longtemps, elle a un potentiel, elle a des compétences. Il faudra certes l'accompagner, il faudra certes la former, et que ça peut être leur salarié de demain. Et donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, les services que je représente, l'enjeu pour nous, c'est effectivement de nous mobiliser, non pas pour l'ensemble des demandeurs d'emploi, parce qu'il y a des demandeurs d'emploi qui n'ont pas besoin d'être accompagnés, ils ont des compétences, ils sont qualifiés, et donc, j'ai envie de dire qu'assez naturellement ou assez normalement, l'embellie économique va leur permettre d'accéder très rapidement à l'emploi. Notre rôle, service public, service de l'État, c'est d'aller accompagner ceux qui sont très loin et d'aller faire comprendre aux entreprises que ces salariés-là, que ces futurs salariés ont des potentiels, ont des compétences et qu'ils seront demain la main-d'œuvre dont ils ont besoin. C'est ça l'enjeu pour moi. Merci. Monsieur Boisdin. Je vais paraître redondant par rapport à ce qui vient d'être dit, notamment enfin, dans ce début de mandature, les actions que vient d'écrire Anne Postick et Madame Durand également, enfin, on se retrouve au niveau de la mandature qui s'installe au département. Je rebondirai juste sur l'enjeu du réchauffement climatique, qui en termes de prospective est vraiment probablement l'enjeu majeur de la manière dont on va, pour les personnes les plus en situation de précarité et de pauvreté, être en capacité de construire des stratégies d'adaptation pour ces publics au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il est là. On sait très bien que si on ne fait rien, les inégalités d'adaptation face à ce réchauffement climatique vont être très importantes. On le voit bien à travers les intempéries qu'il y a eu par exemple cet été en Allemagne. C'est les populations les plus pauvres qui en payent le plus lourd tribut. Et donc du coup, il y a vraiment pour moi, enfin, c'est assez capital d'intégrer ces populations dans toutes les stratégies de réflexion et d'adaptation face au changement climatique. Merci, Monsieur Blaise. Oui, en fait, sur les deux champs, hein, qui sont d'une part la lutte contre l'exclusion, d'autre part la lutte contre les inégalités sociales de santé en agissant sur les déterminants de santé, en fait, on s'inscrit donc dans le plan pauvreté avec, il y a d'une part le Ségur qui va nous permettre, les moyens du Ségur qui vont nous permettre de renforcer l'accès aux soins pour les plus précaires, travail sur les passes, les guides de soins santé, enfin les différents dispositifs qui existent pour les plus précaires. Ça, c'est une chose. Et puis d'autre part, et puis éventuellement sur des populations aussi plus fragiles, on a un gros projet, par exemple, en ce moment en cours, sur le projet d'IVABRE, le projet sur l'enfance protégée, pour essayer de lutter contre cette inégalité d'accès à la santé spectaculaire, gigantesque, pour les enfants qui sont protégés. Et puis dans la lutte contre les inégalités sociales de santé, on va poursuivre le travail sur les compétences psychosociales à l'école en partenariat avec l'éducation nationale et le rectorat, enfin les instances scolaires, parce que là on travaille pour l'avenir et la réduction dans l'avenir des inégalités sociales. Les 1000 premiers jours, qui est également une stratégie fondamentale, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis, on est en train de lancer, dans le cadre du plan de lutte contre les inégalités sociales, un appel à projet
de plus d'1 million d'euros, qui permettra d'une part d'avoir des coordonnateurs sur les actions sur les ISS dans chacun des départements, et puis plus de 700 000 euros qui pourront être consacrés aux actions territorialisées et qu'on va retrouver ensuite à travers les contrats locaux de santé avec les élus locaux ou d'autres outils de lutte, d'action sur les déterminants de santé sur les territoires. Je vous remercie tous les quatre pour ces échanges. Merci. Un mot de remerciement à celles qui ont pris la parole pour présenter les études. Donc, merci à Hélène, à Naël, à Nathalie qui a animé la session, à Amandine pour cette table ronde. Merci à nos intervenants, à Anne, à Marie-Pierre, à Pierre, à Maxime, pour nous avoir apporté ces différents éclairages. Et puis, je ne peux pas les citer, mais il me faut aussi remercier les co-auteurs des études et les collègues qui ont organisé l'événement. Je m'adresse au fond de la salle. Merci beaucoup pour cette logistique. Alors, je vous propose trois impressions, trois messages clés que je retiens à la volée des présentations de ce matin. Le premier point qui m'a marqué, c'est cette capacité de l'ensemble des acteurs à saisir la question de la pauvreté et de la précarité dans une vue synoptique. Et ça n'est pas anodin pour le statisticien. Parce qu'historiquement, la mesure de la pauvreté, c'est toujours faite depuis l'institution qui prend en charge la pauvreté. Et donc de façon très cloisonnée. Je vais avoir une politique en termes d'insertion professionnelle. Je vais me limiter à cette politique et ma mesure de la pauvreté sera exclusive sous l'angle du chômage, de l'exclusion sur le marché du travail, etc. Je vais avoir une politique en termes d'accès à l'habitat. De la même façon, je vais ciseler mon chiffre de telle façon qu'il ne parle que de cela. Nous avons ici des acteurs publics qui regardent ensemble le sujet et qui nous invitent, et vous l'avez dit plusieurs fois, à ce que nous puissions retracer les visages de la pauvreté et à ce que les statistiques donnent cette mesure globale. Hélène, tu t'es excusée à un moment donné en disant « Je suis désolé, je passe du coq à l'âne ». Mais au contraire, c'est ce qu'il fallait faire. Il faut, dans nos études statistiques, que nous puissions passer du coq à l'âne, c'est-à-dire démultiplier des éclairages sur cette complexité de la pauvreté et de la précarité. Peut-être nous faut-il encore progresser pour faire en sorte que ce ne soit pas une simple juxtaposition, effectivement, et que nous puissions complètement raconter les histoires de vie qui, lorsqu'elles cumulent les difficultés, amènent à ce qu'une personne, à ce qu'un ménage soit confronté à des situations d'exclusion. Il y a des tentatives qui sont faites en la matière. Pour ma part, j'interprète l'indicateur de fragilité sociale comme étant une forme parmi d'autres de croisement des regards statistiques pour dire, eh bien, il n'y a pas que la pauvreté monétaire, il y a aussi l'éloignement à l'accès à un certain nombre de services, les conditions de logement, etc., etc. Et c'est cet ensemble-là que nous essayons de synthétiser et d'avoir comme clé de lecture territoriale. Alors justement, territoire, c'est le deuxième message que je retiens, le deuxième mot-clé, de reconnaître pleinement la composante territoriale dans les questions de pauvreté. Je fais référence ici vraiment à une notion d'économie géographique. L'économie géographique va distinguer deux positions. Une où l'on va plaquer un phénomène en le projetant sur des territoires, et finalement les territoires ne sont que la traduction d'un phénomène dont les dynamiques sont autres. Et une autre approche qui va considérer que l'espace en tant que tel est une des clés de compréhension du phénomène, voire va même déterminer le phénomène. Autrement dit que la géographie emporte le phénomène. J'entends dans vos propos que les territoires en tant que tels sont dans l'équation de la pauvreté, sont une partie du problème parfois, que le fait de résider dans un territoire est un facteur de pauvreté à part entière. Donc ils sont aussi une partie de la solution. Le fait de déployer des politiques à l'échelle du territoire peut réduire la probabilité d'entrer en situation de pauvreté. Alors les illustrations de ce propos sont nombreuses. On pourrait penser au quartier politique de la ville, là c'est une évidence. On sait que le fait de résider dans un QPV en tant que tel réduit les possibilités
d'accès à l'emploi, par exemple, ou des aspects de ce type-là. Mais on voit que d'autres territoires sont aussi concernés. Les études l'ont montré, vous l'avez repris dans vos propos, comme les territoires ruraux isolés. Et donc là aussi, avoir une pensée un peu plus riche en considérant les territoires au pluriel et pas seulement les quartiers difficiles comme étant des zones à enjeu en termes de définition des politiques publiques. J'ai même entendu une pensée plus prospective sur cette réflexion de l'espace. C'est vous, Maxime, qui l'introduisiez avec une forme de tectonique des plaques résidentielles, c'est-à-dire que ces territoires voient leur population bouger et parfois de façon contrainte. Et des populations peuvent créer de la précarité dans des territoires parce qu'elles viennent avec de faibles ressources et vont s'éloigner d'elles-mêmes, mais un peu poussées par les conditions de marché, des biens fondamentaux qui pourtant seraient nécessaires à leur bonne insertion. Troisième et dernier fait marquant, j'ouvre un peu le débat, alors même si on n'aura pas de questions-réponses. Il me semble que plusieurs fois, vous ouvrez aussi sur une préoccupation, j'allais dire presque de citoyenneté, d'opportunités civiques pour les personnes qui sont dans des situations précaires. J'entends par là que vous vous questionnez sur la possibilité d'exercer pleinement les droits de chacun, mais aussi le fait d'être embarqué dans des évolutions sociétales qui vont plutôt être perçues comme des contraintes par les personnes qui sont en situation précaire, de transition écologique par exemple. Et que la pauvreté doit aussi se questionner sous l'angle, est-ce que les personnes qui sont avec de moindres ressources ont pleinement la possibilité de participer à la vie citoyenne telle qu'on l'attend aussi de ces personnes. Vous évoquiez, Pierre, le fait qu'il puisse y avoir sur les questions sanitaires une exposition plus grande aux fake news. Et donc potentiellement un comportement de population précaire un peu en décalage avec un autre comportement citoyen d'autres parties de la population parce que eh bien, l'accès à l'information n'est pas le même. J'interprète ce genre de questions comme étant plus largement une réflexion sur le fait que derrière la pauvreté, c'est aussi une question citoyenne qui se formule. Alors, il y a des notes d'espoir qui ont été d'ailleurs évoquées en la matière. Anne, vous indiquiez qu'il y avait une mobilisation collective avec un essor du bénévolat. Donc là, c'est une réponse citoyenne à ce risque. Et eh bien, en touche plus négative, vous posiez la question des jeunes et des étudiants avec ce mot qui m'a frappé, ce mot d'acédie, la perte de sens, et donc aussi la perte de sens de la citoyenneté, dans le sens que peut faire la société pour moi et que puis-je faire pour la société. Alors, je conclurai cette troisième remarque avec une citation de Condorcet, que je vais un peu détourner. Condorcet, en 1788, nous dit « Est pauvre celui qui est destiné à tomber dans la misère au moindre accident ». J'élargirai encore son propos, considérant que nous avons vu que la pauvreté, elle n'était pas que monétaire, mais elle était aussi de conditions de vie, elle était aussi culturelle, et donc potentiellement citoyenne. C'est cet élargissement que je vous propose de retenir. Et je reformulerai le propos comme « Est pauvre celui qui est, en destiné, le mot est bien fort, mais gardons-le, destiné à tomber dans la misère citoyenne au moindre accident, la pandémie étant un de ces accidents majeurs, mais ça peut être une somme d'accidents individuels au cours de la vie. » Avec enfin un appel que je formule aux statisticiens et statisticiennes par rapport aux avancées que vous avez pu réaliser, mais à ce qu'il nous reste à parcourir comme chemin en termes de connaissances. En termes d'avancées, je note que vous changez de paradigme en cherchant à démultiplier ces éclairages sur la pauvreté, comme je l'indiquais précédemment, plutôt que d'avoir une mesure monolithique et qui forcément aura toujours ses zones d'ombre. Et vous introduisez aussi une notion de parcours. Et cette notion de parcours, elle est beaucoup plus présente d'ailleurs dans les discours de politique publique que dans l'outil du statisticien, parce que nous en sommes qu'au début. Mais il y a eu des parcours en termes d'insertion professionnelle, on l'a évoqué. Quels sont les effets durables de la crise sur les premiers pas dans la vie professionnelle? J'ai entendu aussi le risque de rater la première marche dans une insertion professionnelle. Sur les situations matrimoniales avec les séparations,
c'est aussi une idée de dynamique, de se dire qu'on entre dans la pauvreté parce qu'il y a un événement familial. Peut-être 2 ou 3 ans plus tard, on arrive à en sortir, mais pas toujours. Donc il y a des progrès en la matière. Ce qui nous manque néanmoins, des populations qui ne sont pas toujours couvertes. Vous l'avez évoqué dans une question dans la salle, le fait que, il y a des très grandes précarités qui encore échappent à la mesure du statisticien. Il me semble encore qu'il nous faut progresser sur ce que j'appellerais la pauvreté d'opportunité, la pauvreté de chance de s'en sortir. Avec peut-être là une situation, à mon sens, plus favorable de la région des Pays de la Loire par rapport à d'autres territoires. Il y a des territoires où l'entrée en pauvreté ne laisse pas vraiment présenter de sortie parce que globalement, le marché du travail n'est pas suffisamment dynamique et il n'y a pas une mobilisation qui permette d'accompagner quelqu'un vers la sortie. Cette idée finalement d'une pauvreté qui est une destinée versus une pauvreté qui est un accident de parcours, mais dont on sait qu'il y a possiblement des chemins qui nous permettent de trouver une porte de sortie par rapport à cette situation. Ça, le statisticien peine à le mesurer. Cette pauvreté d'opportunité, c'est de dire, finalement, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, des personnes aujourd'hui en situation de pauvreté sont susceptibles de rencontrer les bonnes conditions pour en sortir? Et vous apportez une grande partie de la solution dans vos prises de parole parce que vous insistez beaucoup sur l'enfance, sur le fait d'agir au plus tôt, je crois que c'est l'expression que vous aviez, Pierre, agir au plus tôt sur des questions de santé, d'éducation. C'est bien ça qui maximise les opportunités par rapport éventuellement à un contexte familial qui peut être le premier facteur de pauvreté, et d'aider l'enfant à en sortir parce qu'on va lui donner les compétences, les clés de compréhension et faire en sorte qu'il n'y ait pas cette reproduction sociale qui est évidemment le point le plus préoccupant s'agissant de ces questions de précarité. Je vous remercie pour votre participation.